Bonjour à tous, bienvenue dans le Carrefour du digital. Je me nomme Monkoro Kadidiatou, spécialiste en marketing et communication digitale. Alors aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir d'accueillir le grand Boubacar Lo, qui est vraiment un acteur qui a contribué dans le secteur du digital au Sénégal, mais aussi en Afrique. Alors, Monsieur Lo, pouvez-vous nous parler un peu de vous? Déjà, merci du fond du cœur pour cette invitation et je pense que vous êtes extrêmement gentil d'ailleurs de me présenter comme un grand. Je trouve d'ailleurs que ma participation est littéralement insignifiante, mais c'est un plaisir d'être là. Je suis effectivement Boubacar Lo, je suis dans une entité qui s'appelle TAG et qui évolue un peu dans la création de passerelles entre la formation et l'insertion professionnelle. Donc notre mission, c'est un peu l'accompagnement à l'épanouissement professionnel et personnel. Ok. Donc, Monsieur Lo, aujourd'hui, nous allons un peu parler du personal branding. Et que pouvez-vous nous dire par rapport au personal branding? Alors, j'ai le sentiment, notamment dans mon secteur, c'est que mon secteur étant cette question de la formation et de l'insertion professionnelle, un des problèmes qu'on rencontre généralement, c'est que beaucoup de chercheurs d'emploi ne prennent pas conscience de leur rôle ou de leur responsabilité dans la valorisation de leur profil. Et on est à l'ère du digital, on est à l'ère de l'information, on est dans une société de l'information et beaucoup semblent oublier qu'au-delà de leur CV traditionnel, ce qui en vérité transparaît sur eux sur Internet ou transparaît sur eux via d'autres canaux qui ne sont pas forcément leur CV traditionnel, peut avoir plus d'impact dans la création d'opportunités professionnelles. Je pense que notamment aujourd'hui, toutes les personnes sont concernées parce que nul ne peut se prévaloir d'être épargnés par la problématique de l'identité numérique. Nous avons tous une identité numérique et nous sommes responsables de notre identité numérique. Ok. En parlant de ça, pouvez-vous nous dire quelles sont les importances vraiment du personal branding pour un professionnel et quels sont les objectifs qu'un professionnel peut se fixer en termes de personal branding? Alors, c'est vrai que le personal branding étant une pratique qui d'ailleurs peut se structurer dans le cadre de stratégies de communication, peut répondre à différents types d'objectifs. Donc, des entreprises, notamment dans leur stratégie de communication digitale, peuvent intégrer des logiques de personal branding qui sont liées peut-être au directeur de l'entreprise, donc la direction générale, la direction des ressources humaines, etc. Voir aussi comment gérer le personal branding de leurs propres employés au bénéfice de l'entreprise. Mais un peu plus peut-être dans le sens commun du terme ou de façon plus générique, je pense que nous avons tous intérêt à nous voir comme étant des produits. Parce que si on parle du marché du travail, c'est que quelque part, nous sommes en train de proposer quelque chose et quelque part, ce qu'on propose, c'est nous-mêmes. Et si on doit proposer quelque chose, il est important de bien le valoriser, il est important de bien le présenter. Et nul professionnel, c'est qu'aucun professionnel ne peut se prévaloir de ne pas devoir quelque part soigner son image. Et donc cette image aujourd'hui, elle a aussi une place sur Internet. Donc quand on parlait tout à l'heure d'identité numérique, de e-réputation ou de réputation en ligne, tout ce qu'on dit sur nous-mêmes, mais aussi tout ce que les autres peuvent dire sur nous, de façon consciente ou inconsciente, peut avoir un impact. Et si je prends juste un exemple bateau, si je cherche par exemple un spécialiste du digital, au-delà du fait que peut-être j'ai un CV devant moi, je vais essayer de regarder qu'est-ce qu'il a produit. Est-ce que peut-être c'est quelqu'un qui, sur Twitter, peut-être est aussi reconnu. Et ce n'est pas pour rien d'ailleurs que Twitter aussi est valorisé dans ce sens comme étant une façon de présenter ou de valoriser une expertise. Et donc je pense que tous les professionnels ont la responsabilité de leur propre e-réputation et doivent donc se doter des outils et de la pratique leur permettant de bien valoriser leur e-réputation. Ok, donc si on comprend bien aujourd'hui, on ne peut pas parler de l'insertion professionnelle sans personal branding. Je pense. Alors, il n'y a qu'à regarder notamment les pratiques aussi du côté de la gestion des ressources humaines. C'est que dans les entreprises aujourd'hui, dans les directions des ressources humaines, on parle aussi de recrutement digitalisé. On parle de IRH avec notamment de plus en plus l'intégration de solutions digitalisées, que ce soit des outils de sourcing, par exemple des outils comme Hello Talent par exemple, qui vont permettre d'aller chercher les profils, soit de façon automatique, soit même à l'inconscient, sans que ceux qui sont entre guillemets recherchés n'en prennent conscience. Donc, si les recruteurs ont des pratiques s'appuyant aujourd'hui sur ce que je peux produire sur les réseaux sociaux ou ce que je peux produire sur Internet, j'ai donc la responsabilité, si je cherche
à me valoriser, ou si je cherche notamment à bien présenter et valoriser ma carrière, à aussi bien soigner mon image. Et donc, le personal branding, c'est une pratique. Donc, c'est un ensemble de techniques qui vont se mettre en œuvre pour atteindre des objectifs. Je peux avoir des objectifs qui peuvent être différents, par exemple, de ceux de Munkoro. Et donc, dans ce sens, Munkoro peut avoir une pratique ou une stratégie différente de la mienne dans des logiques de personal branding, parce que peut-être on a des objectifs différents, mais ça reste effectivement une logique de personnalisation de l'identité ou de l'image de marque de la personne. Donc, si on est des produits, on doit se valoriser comme le ferait effectivement un produit ou une marque pour une entreprise commerciale. Effectivement, parce que de nos jours, on peut voir sur LinkedIn, les gens sont vraiment actifs. Et la notion de personal branding, je pense que les gens sont en train de connaître ça. Et effectivement, nous sommes obligés de valoriser notre personne avant de valoriser nos services. Alors, Monsieur Lo, nous avons vu qu'ici au Sénégal, il y a beaucoup les métiers d'influenceurs. On voit beaucoup de gens qui se disent influenceurs. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire un peu les mythes et les réalités de ce secteur ici au Sénégal, mais aussi en Afrique aussi? Alors, de façon générale, je pense qu'il y a quelque part un quiproquo par rapport à la notion. Et c'est peut-être dû au fait qu'on définit peut-être l'influenceur comme où il y a peut-être un raccourci. C'est que toute personne populaire, entre guillemets, est vue comme étant influenceur. Et peut-être qu'il y a des raccourcis qui sont beaucoup trop vite faits. Je pense que quelque part, la première chose à admettre, c'est que nous sommes tous influenceurs, directement ou indirectement. Nous avons tous des personnes sur des sujets spécifiques, nous avons une influence. Et donc, quand on parle notamment des influenceurs, je pense que ça a été galvanisé, et, on va dire ça a commencé à exploser avec YouTube, en tout cas certains réseaux sociaux, YouTube, Instagram, Snapchat, etc. Donc, on a des personnes qui proposent des contenus intéressants et qui sont suivis par des communautés non négligeables, à un tel point qu'ils peuvent avoir sur des sujets spécifiques un poids, parce que leur discours va être valorisé ou reconnu comme étant de qualité ou reconnu comme étant non négligeable aux yeux de cette communauté. Et donc finalement, les marques aussi cherchant à se valoriser auprès d'un public cible vont essayer de s'attacher les services de ces personnes-là. Et donc, ainsi naît le métier d'influenceur. Mais je pense aussi que si on parle des mythes, il y a le fait que cette nouvelle génération aussi, qui a soif et qui peut-être a des paradigmes, on va dire, psychosociologiques qui sont spécifiques. Cette nouvelle génération fait des raccourcis. C'est qu'on fait un raccourci entre célébrité, c'est la quête de la reconnaissance, la quête de la célébrité et cette question d'influenceur. Donc, on a désigné comme influenceur toute personne qui va gagner en popularité, alors que ça soit positif ou négatif. Il y a des gens qui peuvent gagner en popularité, mais qui ne sont pas forcément influenceurs sur des domaines spécifiques. Je prends l'exemple de Nabila, qui, il y a quelques temps, avait d'ailleurs sur son compte Snapchat suggéré des recommandations par rapport à l'achat de cryptocurrencies. Nabila n'est pas une référence dans le domaine des cryptocurrencies et donc par conséquent, je ne pense pas que les gens prendraient le discours de Nabila comme étant crédible dans ce domaine-là. Donc, toutes les personnes ont des domaines spécifiques sur lesquels ils peuvent influencer. Et je pense que parmi les mythes, il y a aussi cette perception que si une personne a une communauté de quelques milliers de followers ou de quelques milliers de personnes qui composent sa communauté, automatiquement c'est un influenceur, sans pour autant quelquefois prendre le temps d'analyser vraiment la composition de cette communauté. Je crois que parmi les mythes, il y a un peu ça. Il y a un peu des métriques vaniteuses ou des unités de mesure qui sont galvaudées et qui après finissent finalement par donner l'impression à des annonceurs ou à des entreprises que ça ne marche pas ou encore que les influenceurs ne sont que des gens qui prétendent être ou avoir un impact qu'ils n'ont pas toujours. Ok, donc en résumé, si on comprend bien, une entreprise qui a besoin d'influenceurs doit contacter un influenceur qui est dans son secteur d'activité. Alors, je pense que, je sais que je facilite beaucoup ou je fais beaucoup de raccourcis dans la façon dont je présente les choses, mais si je suis une entreprise et que je cherche à faire de la relation publique en ligne, donc IRP,
Je peux vouloir effectivement passer par des gens qui ont un discours plus crédible auprès d'un public cible. Mais ma responsabilité, c'est déjà de m'assurer que ceux à qui je veux m'adresser ou encore que les influenceurs avec qui je veux travailler parlent au public cible auquel je m'adresse. Mais c'est aussi ma responsabilité d'analyser sa communauté parce que tout le monde sait qu'on peut acheter entre guillemets des followers, c'est qu'on peut faker une communauté. Il y a différentes techniques qui peuvent me permettre peut-être de donner l'impression que j'ai une très forte communauté, mais que cette communauté ne correspond peut-être pas à ce qui est recherché par l'annonceur. J'ai peut-être une communauté de quelques millions de personnes, mais dans les millions de personnes, si tu es une marque sénégalaise et que tu cherches à parler à des Sénégalais, tu peux te rendre compte que ces millions de personnes ne sont pas pour l'essentiel des Sénégalais. Donc, je pense que les marques, les annonceurs, les agences et les praticiens donc, du marketing digital et de la communication digitale ont cette obligation effectivement d'analyser les communautés de ces 10 influenceurs et de corréler le profil de public cible auquel ils veulent s'adresser au profil donc, de la communauté de ces 10 influenceurs. Ok. Donc, Monsieur Lo, pouvez-vous nous dire quelques avantages qu'une entreprise peut tirer des influenceurs? Alors, je pense que déjà, de prime abord, le premier élément qui généralement est évoqué, c'est que le discours d'une marque est moins crédible que le discours d'un consommateur. C'est que si je dis une marque, si Coca-Cola me dit que, écoute, Coca-Cola c'est bon pour la santé. Le discours de Coca-Cola est moins crédible à mes yeux que si un ami ou quelqu'un en qui j'ai confiance ou quelqu'un avec qui j'ai l'impression en tout cas d'avoir une connexion spécifique me dit écoute Coca-Cola c'est bon. Donc parce que le discours des marques est moins crédible que le discours donc, des membres d'une communauté, les marques, les entreprises, les annonceurs vont de plus en plus essayer de passer par ces relais qui donc vont leur permettre de construire des discours donc, par du marketing furtif, l'optique étant bien sûr de faire passer un message sans pour autant qu'on sache forcément que la marque est derrière, mais quelquefois aussi, on assume que la marque est derrière. Et donc, ça a beaucoup plus d'impact. Et notamment les entreprises qui utilisent des micro-influenceurs, parce que quelquefois, peut-être quelqu'un qui a une communauté de quelques centaines de personnes peut avoir un engagement plus fort et un lien plus fort avec cette communauté de quelques centaines de personnes que quelqu'un qui peut-être a des millions de followers, mais qui justement n'a pas cet engagement lui permettant de garantir que, entre guillemets, je trouve qu'il y a beaucoup de raccourcis en tout cas dans le marché. Je vais par exemple facturer une publication en disant écoute, moi ma publication elle est vue par tant de milliers de personnes, par conséquent c'est tant. Mais la question que moi je vais me poser en tant qu'annonceur, c'est parmi ces tant de milliers de personnes qui sont susceptibles de voir la publication, combien concrètement correspondent à mon profil de public cible et combien aussi sont susceptibles de poser une action. Parce que si on parle d'influence, c'est que tu es censé avoir un impact sur leur comportement. Effectivement. Donc, merci Monsieur Lo pour ces éclaircissements. Alors, quels sont les conseils que vous pouvez donner aux entrepreneurs africains, à la jeunesse africaine et aussi les entreprises dans le domaine du personal branding ou l'acquisition d'influenceurs pour ces campagnes de communication? Alors, de façon générale, peut-être déjà par rapport à la jeunesse, parce qu'on constate de plus en plus, d'ailleurs pour beaucoup de jeunes, il y en a même qui posent ça comme des carrières. C'est avec cette volonté d'être un YouTuber ou d'être un influenceur. Et c'est normal aussi parce que peut-être que c'est une carrière qui se vaut comme une autre. Mais je pense que quelquefois, ce qui est oublié, c'est qu'au-delà de la célébrité, généralement, ceux qui ont réussi dans ce domaine, ce sont des personnes qui sincèrement avaient une passion et cherchaient à partager cette passion. Et je pense aussi que cette jeunesse oublie le travail qu'il y a derrière. Beaucoup ne voient que peut-être la belle vie qu'on peut avoir en disant « Ok, c'est un influenceur, il fait 2 vidéos par mois, il se tape X en termes de revenus. C'est une vie plutôt bien. J'aimerais bien notamment avoir le même type de style de vie. » Mais je crois que ce qu'on oublie, c'est que ça demande énormément de travail. C'est qu'au-delà notamment de la création de ces contenus, créer du contenu de qualité, c'est du travail. Et créer surtout cette communauté, créer cet engagement, c'est énormément de travail. Je pense que beaucoup oublient cet aspect. Et aussi, ils oublient que certains des influenceurs qu'ils voient ont aussi des entités derrière, ce qu'on appelle les multi-channel networks, qui travaillent avec eux, qui les aident aussi à pouvoir notamment bien se poser. Donc, la recommandation déjà à cette jeunesse, ce serait de prendre conscience du travail que ça demande et donc s'ils veulent se lancer dans ça, de vraiment choisir des choses qui les passionnent pour parler de
de leur passion. Maintenant, si on doit parler de recommandations à l'endroit des praticiens, donc que ce soit les annonceurs ou les acteurs, entre guillemets, de façon générale, de la communication et du marketing digital, c'est qu'on a quelque part une responsabilité en Afrique, au Sénégal, dans la construction de la culture et dans le fait aussi de, je ne vais pas parler d'éducation, mais dans le fait de créer un écosystème où la confiance peut exister et où certaines personnes n'ont pas le sentiment de se faire arnaquer parce qu'on leur promet monts et merveilles et finalement on délivre très peu par rapport à ce qu'on promet. Et c'est généralement parce qu'il y a trop de raccourcis. Et je pense que c'est de façon ramassée ce que je peux poser sur cette question. Donc, Monsieur Lo, dans votre présentation, vous avez parlé de TAG, qui est votre business à vous. C'est quoi TAG? Quels sont vos objectifs? Et pouvez-vous nous parler un peu de TAG? Oui, alors moi, ça fait 10 ans que je suis dans la formation supérieure. Et le constat que j'ai fait, c'est que dans beaucoup de mes classes de Master 2, j'ai des personnes qui se retrouvent à avoir du mal à attaquer le marché de l'emploi et à avoir du mal à s'insérer. Et beaucoup n'ont même pas une idée des métiers vers lesquels ils peuvent tendre au sortir de leur propre spécialisation. J'ai des étudiants en Master 2 Marketing qui n'ont pas idée des métiers du marketing ou des métiers de la communication. Beaucoup pensent que le marketing en soi est un métier. Et je pense que quelque part dans notre système, on a faussé à différents endroits. Donc en attaquant le problème, je pense que j'ai été prétentieux. Je pensais que, en fait, ce qu'on a commencé à faire, c'est développer une plateforme d'orientation. On voulait faire en fait un algorithme qui puisse permettre d'accompagner l'orientation scolaire et professionnelle à partir du lycée. J'ai beaucoup appris en 2 ans. Donc la boîte existe depuis 2 ans. On est toujours sur cette idée de créer une plateforme d'orientation. Et de surtout aboutir à ce qu'on considère comme étant peut-être l'avenir de la formation, à savoir la personnalisation de l'apprentissage. Je pense que dans les années à venir, ce qui va se passer, c'est que les gens vont de moins en moins aller sur des logiques de formation générique Master 2, mais plutôt demander à ce qu'on leur personnalise leur programme parce que quelqu'un qui… on ne peut pas avoir 30 personnes dans une classe et vouloir les former parce qu'ils n'ont pas tous le même background. Donc c'est un peu ça notre vision. On est très loin encore de la réalisation, donc on est encore en balbutiement, mais c'est un peu ce qu'on fait. En tout cas, bon courage. Alors, Monsieur Lo, nous arrivons à la fin de cette interview. Si vous avez des mots de fin. Vous remercier du fond du cœur pour cette initiative, vous remercier donc pour le Carrefour Digital et pour l'invitation, mais surtout pour ce qui est fait. Je pense qu'encore une fois, on a besoin de types de contenu de ce genre. On en manque encore en Afrique, surtout francophone. Et donc, bonne continuation et respect pour ce que vous faites. OK. Donc, merci à tous pour votre attention et à très bientôt dans le Carrefour du Digital. Merci.